Bon, bah, écoutez, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus et puis d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de la thématique qu'on a prévue pour ce matin, c'est-à-dire le CHU, une école de management. Alors, pour une introduction rapide, hein, management, c'est un mot qu'on entend souvent. Et puis, malgré tout ce qu'on peut dire et ce qu'on voit dans les établissements, ça coule pas de source du tout. Et puis, on sait bien que le management, ça peut être piloté, donner du sens, trouver une cohérence à l'action. Et puis, les managers dans les services hospitaliers, quand on voit la multiplicité des métiers qu'il y a dans les services de soins et qu'on parle de cohésion, on voit quand même que même si on a une connaissance expérimentale de ça, mais c'est vrai quand on est vraiment aux décisions, c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Parce qu'entraîner une communauté soignante, c'est pas si simple. Et puis surtout, quand on parle de projets communs, d'objectifs partagés, c'est un peu difficile. Donc, on a prévu ce matin avec Jean Lucrezia de prévoir cette intervention d'une heure avec une expérience de manager ou de nouveau manager d'un chef de pôle, le docteur Bécoulet, avec la cadre pôle du même pôle, Madame Bad. Et puis après, on verra aussi le management au titre des non-soignants, on pourrait dire ça comme ça. Après, vous vous présenterez à chaque fois, ça sera plus simple. Après, la politique est nécessaire dans un établissement pour que les gens puissent se former au management. Et puis enfin, quelqu'un qui est en formation de management, si on peut dire comme ça. Mais on est bien d'accord, hein. À chaque fois, vous vous présentez, puis vous resituez un petit peu où vous en êtes. Jean, tu voulais ajouter quelque chose? Eh bien, on peut commencer par nos premiers intervenants. Donc, nous allons proposer à Monsieur Bécoulet et Madame Bad de nous parler du management dans les services de soins. Donc, on pourra aborder avec vous un état des lieux, des enjeux, des obstacles, des besoins et des perspectives. Comment vous voyez le management dans les services de soins? Alors, l'expérience de management, en ce qui me concerne, elle est récente, c'est depuis septembre 2022. L'idée, c'est, enfin, moi, ce que j'ai observé, c'est un état psychique des équipes qui est, de mon point de vue, assez singulier, avec, je trouve, des professionnels qui se retrouvent en difficulté dans les services et un hôpital qui de facto est aussi en difficulté, mais un hôpital qui continue pour autant à fonctionner et qui continue à soigner des malades. Et finalement, à mon avis, plutôt pas si mal. Et ce que j'observe, moi, c'est que les difficultés des soignants, elles tournent souvent, en tout cas dans ce qu'on peut entendre de ce qu'ils nous disent autour de la perte de sens. Et on s'aperçoit que bien souvent, les gens sont dans des difficultés pour avoir des projets qui sont dynamisants à titre personnel et dans l'idée de soigner mieux les malades. Et quand il y a des projets, ils se résument en général, souvent, tout ce que je dis est à nuancer évidemment, à une organisation du travail, une organisation des soins ou un travail autour du parcours patient, mais avec des éléments de fond qui sont souvent absents ou peu présents, en tout cas peu explicités. Comment mieux soigner les malades qu'on nous confie, c'est souvent, à mon avis, en retrait par rapport à l'aspect organisationnel. Et il me semble, moi, enfin en tout cas c'est comme ça que je vois les choses en tant que chef de pôle, puis après je verrai avec le temps qui passe, j'ai l'impression que réinjecter une dynamique qui partirait, qui ferait que les professionnels de santé, alors les médecins et par extension les paramédicaux, autour d'une réflexion projet pour mieux soigner les malades, ce que ça veut dire mieux soigner les malades, eh bien c'est créer les conditions, il me semble, d'un travail collectif qui pourrait derrière aboutir à une dynamique collective et derrière un épanouissement personnel au travers du retour personnel d'un projet collectif qui fonctionne. Je ne sais pas si je suis très clair.
Voilà, l'idée c'est un peu ça. Et donc à mon avis, il me semble que ça, pour un chef de pôle, ça peut être un axe de management sur le fond. Voilà. Et après, il faut partir aussi de l'idée de qu'est-ce qui fait qu'un médecin vient travailler dans un CHU. Si c'est pour faire de la clinique du matin au soir, dans des conditions qui sont moins bonnes que dans le privé, et en ayant un salaire 2 à 6 fois moins important, on voit bien que ça ne peut pas aller. Donc, si un médecin vient travailler dans un CHU, a priori, on peut imaginer que travailler sur l'émulation intellectuelle, l'intérêt sur le plan intellectuel qu'il y a à travailler dans un CHU, y compris si le praticien ne fait que de la clinique, je ne parle pas forcément des hospitalo-universitaires, eh bien, il faut forcément qu'on capitalise sur l'intérêt intellectuel, la spécificité du travail dans le CHU. Et ça fait que forcément, on a des praticiens qui préféreront cette dynamique-là, quitte à avoir des rémunérations inférieures à ce qu'ils pourraient toucher dans le privé. Voilà. Et puis sur le plan paramédical, à mon avis, si on définit mieux les objectifs, et si les objectifs sont communs, partagés et ont du sens pour tout le monde, il y a à mon avis un ruissellement sur l'ensemble des équipes, y compris paramédicales. Et moi, ce qui me concerne avec Laetitia, la direction, les directions en général, je pense que les rôles des uns et des autres sont complémentaires. Donc à partir de là, il n'y a pas de... c'est assez simple. Avoir un arbitrage sur ce qu'on peut proposer sur le plan médical. Et derrière, faut aussi accepter qu'il y a des arbitrages qui ne soient pas en notre faveur, parce que dans un hôpital, on ne peut pas forcément non plus tout faire. Et il y a des fois des choses à prioriser, en tout cas au moins dans le temps. Mais l'idée que j'évoquais tout à l'heure, elle permet d'accéder au fait qu'on puisse être arbitré dans le sens négatif par rapport à certains projets, simplement parce qu'on est dans un travail collectif, donc au service normalement des malades. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a motivé justement, vous, puisque vous dites que vous n'êtes pas chef de pôle depuis très longtemps, justement à vous orienter en fait hors la clinique, mais vers le management? En fait, je n'avais pas prévu de le faire. Et c'est les circonstances dans l'établissement, au CHU de Besançon, qui ont fait que ça s'est présenté et que je n'ai pas hésité très longtemps. En fait, je me suis dit, si on peut aller dans le sens, s'il y a une possibilité d'aller dans le sens, donc je l'ai testé un peu avant d'accepter. Je suis allé prendre le pouls, la température un petit peu là où il fallait. J'ai senti que pourquoi pas, et là je me suis dit allons-y, puis on verra bien. Voilà. Mais c'était pas quelque chose que j'avais prévu dans un plan de carrière, quoi. Certains chefs de pôle parlent d'un autre métier à partir du moment où ils ont accepté une chefferie de pôle. Est-ce que c'est votre avis? Alors, oui, en partie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Là, il faut faire quand même beaucoup avec les autres. Et puis, parfois, on aboutit à des choses... Enfin, moi, je suis assez... En fait, je fais une énorme différence entre... c'est parfois un défaut qu'on peut avoir à l'hôpital, de confondre la fin et les moyens, les objectifs et les moyens. Et on voit que beaucoup de difficultés dans certains services ou certains pôles sont en lien avec une espèce de crispation autour de moyens revendiqués. Et je pense qu'on a un intérêt, à mon avis, il y a un intérêt très très fort à mieux définir les objectifs qu'on voudrait atteindre et seulement dans un second temps définir les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et moi, je suis très détendu sur les moyens. Autant les objectifs me semblent des éléments fondamentaux, autant les moyens pour arriver, je m'en fiche un peu parce que de toute façon, il y a plusieurs... tous les chemins mènent à Rome. Donc il y a plusieurs moyens pour aboutir à des objectifs qui ont été validés en commun. Donc, si les choses ne se passent pas comme j'avais prévu, où est le problème? Pourvu qu'on puisse avancer ensemble et quand même dans un objectif qui a été défini. Donc on peut rappeler l'objectif et vérifier que les moyens restent quand même dans l'idée de servir l'objectif défini ensemble.
Alors Laetitia Bad, cadre de pôle. Donc j'ai pris mes fonctions en même temps que Nicolas Bécoulet donc sur ce pôle. Alors ce que je peux dire, je rejoins complètement ce qu'il dit. On est assez d'accord en tout cas sur ce qu'on défend en termes de management, que ce soit au niveau médical ou paramédical. On a en tout cas une vraie cohésion ensemble sur ce qu'on a envie, en tout cas sur le sens qu'on a envie de donner autant à nos fonctions que ce qu'on veut porter comme message. Moi, ce que je retiens et ce qui m'a amené à évoluer de cadre à cadre de pôle, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de contraintes. On ne peut pas les nier aujourd'hui, que ce soit en termes de locaux, que ce soit en termes de recrutement, d'absentéisme, voilà, de difficultés, d'évolution de la société. Ça, on ne peut pas agir nous-mêmes dessus. Et moi, ce qui m'importe, c'est voilà, comment on contourne sur les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, et trouver des moyens, en tout cas, de trouver de la satisfaction au travail, de valoriser, en tout cas, ce que font les gens, et puis donner du sens. En tout cas, voilà, donner du sens, questionner des pratiques, c'est-à-dire, oui, effectivement, aujourd'hui, il manque 3 personnes. Oui, effectivement, aujourd'hui, les locaux, ils seront mieux dans un an. Mais on est là, à l'instant T. Comment on fait pour contourner et en tout cas avoir une qualité des soins, une qualité au travail, du sens à ce qu'on fait et valoriser en tout cas pourquoi on est là aujourd'hui, c'est-à-dire c'est quoi aujourd'hui un CHU, pourquoi il faut qu'on ait de l'attention à encadrer des étudiants, comment on rend attractif. Et c'est aussi donner une forme de responsabilité à chacun. C'est-à-dire à toute personne qui travaille dans l'établissement, pas simplement qu'au cadre de pôle, aux directions, à l'administratif, à la société. C'est-à-dire que chacun a une part de responsabilité individuelle. Et je pense que quand on est sur des postes comme ça, c'est des messages aussi où on a la chance et l'opportunité d'essayer de les transmettre. Voilà. Merci. Donc on va passer la parole à Monsieur Planck, puisque là on avait le docteur Bécoulet et puis Madame Bad, on va dire dans des services de soins. Et puis vous qui êtes plutôt sur le versant administratif, on aimerait aussi avoir votre vision sur le management. Oui. Merci beaucoup. Donc Christian Planck, CHU de Montpellier, je suis cadre administratif du pôle biologie et pathologie. Donc c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique, pardonnez-moi. Je suis rentré au CHU en 96, j'étais agent administratif. Donc pour ceux qui connaissent les statuts, donc catégorie C. Aujourd'hui, donc je suis ingénieur, donc sur la fonction de cadre administratif de pôle. Donc juste pour partager en fait ce parcours professionnel et qui a finalement, ce n'est que le début, hein, on croit encore à une projection possible, mais effectivement c'est savoir se projeter dans l'institution, avoir des envies, avoir des objectifs, mais aussi savoir les partager tout simplement avec cette nouvelle fonction. Elle est essentielle. J'ai maintenant des collaborateurs, trices, des secrétaires médicales qui nous accompagnent sur l'ensemble des projets. On a un très très gros projet pour le CHU de Montpellier, à savoir et sur le pôle biologie, l'arrivée d'un centre, d'un bâtiment unique de biologie. C'est un vrai challenge. Et croyez-moi, il faut partager ses envies, il faut partager ses objectifs. Là, c'est une école, alors j'ai presque envie de dire, c'est une école de la vie, c'est une école forte parce qu'il va falloir donc engager et faire participer l'ensemble des agents sur un projet unique et essentiel. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est finalement parfois un alignement des planètes, des rencontres, des croisées de chemin qui font que les organisations, les parcours professionnels se modifient, évoluent, et ça c'est vraiment essentiel. Donc on peut faire sa carrière au sein d'un CHU, une très belle carrière. Je vois ma collègue sur le côté avec ses projections. Donc je me dis, voilà, je suis, si je peux être l'homme de plus et celui qui positive pour cette projection de carrière, eh bien je le suis. Je voulais vraiment témoigner avec vous ce matin pour partager mon opinion. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, connaissant l'hôpital, que le management des équipes de soins, puis vous, ce que vous vivez au quotidien au niveau administratif, il y a des similitudes,
des différences, parce qu'on parle beaucoup des cadres soignants, mais c'est vrai que les cadres administratifs, on en parle moins. Mais tout le monde sait qu'ils existent et qu'ils sont importants, hein. Je ne suis pas sur cette dimension. Oui, merci. Très bonne question, hein, merci beaucoup. Effectivement, j'ai appris peu, parce que je suis arrivé sur le pôle il y a le 14 décembre dernier, donc voilà, quelques mois. J'ai appris au fur et à mesure que le corps des cadres de santé était vraiment un corps en fait, où on devait travailler ensemble, mais pour autant, c'était comment dire, un monde pas si différent, mais à compléter ensemble. Donc ça, en fait, je l'ai appris au fur et à mesure. Donc effectivement, on doit garder le même objectif, mais de mon côté, les cadres administratifs de pôle, on est 13 sur le CHU de Montpellier, on est 12 sur le CHU de Montpellier, c'est pas énorme, mais on a cette culture et il faut que nous, on fasse le chemin entre nous deux, entre nos deux métiers, parce que souvent le vocabulaire et peut-être les idées ne sont pas forcément partagées, donc il y a un effort à faire. Donc, mais j'insiste sur le corps des cadres administratifs de pôle, parce qu'on n'est pas beaucoup, et ce qui fait que, mais croyez-moi, c'est vraiment une fonction, un trait d'union entre la direction générale et le chef de pôle, le PRP. C'est essentiel, et lorsqu'on gère à peu près 700, moi c'est mon cas, on a 700 ETP à peu près en moyenne sur le pôle biologie et pathologie, eh bien c'est quasiment une mini-clinique, d'accord? Donc avec tous ces enjeux, ces objectifs et ces difficultés qu'on doit vivre au fur et à mesure. Donc vraiment, c'est un poste, là je me permets, je me dis allez, zou, on est à la capitale, c'est vraiment un poste essentiel et un témoin, un relais entre les différentes professions et les différents acteurs de l'institution. On voit à travers ces différents témoignages que ce n'était pas forcément une volonté au départ d'être manager, c'est ce que vous disiez. Et donc vous étiez sur des métiers différents et puis vous avez eu envie de prendre des responsabilités de management. Et on est tout à fait dans notre thématique de la matinée puisque c'est le CHU, une école de management. Mais pour aller plus loin, donc, je vais vous laisser la parole pour vous parler justement entre la volonté des gens qui veulent être managers et puis l'accompagnement du CHU, ce que vous en pensez. Alors c'est vraiment, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Donc Romain Fischer, je suis DRH du CHU de Dijon. Et vous avez pas mal illustré le fait que, en fait, c'est CHU école de management, peut-être des écoles de management avec un S, parce qu'il y a des parcours qui sont totalement différents dans les établissements. Alors, à la base, il y a l'envie. C'est sûr que le management, il faut avoir une envie. Il faut vouloir y aller. C'est des compétences propres. C'est du travail supplémentaire. C'est une charge mentale aussi complémentaire. Donc, il faut avoir l'envie. Mais derrière, à l'hôpital, on a des parcours très, très différents et peut-être même parfois une inéquité dans l'accompagnement. On a les corps vous parliez des corps de cadres de santé qui sont très accompagnés. C'est très structuré. Il y a des écoles de cadres. Il y a un an en école de cadre avec toute la légitimité qui va avec. Les corps de direction qui ont aussi une école spécifique axée sur le management hospitalier. Et après, il y a l'ensemble effectivement des cadres administratifs, du management médical pour lesquels il y a actuellement pas forcément, enfin en tout cas, d'écoles et de structuration aussi solides dans les établissements. Et donc nous, enfin en tout cas au niveau de la DRH du CHU de Dijon, c'est là où on a essayé de venir combler un petit peu ce déficit pour partir de l'envie des personnes et essayer de faire en sorte que les cadres administratifs, les chefs de pôle les chefs de service puissent avoir un parcours de formation managériale qui leur permette de parler un langage commun. Vous disiez tout à l'heure, au niveau des cadres de santé, vous avez un langage qui vous est propre et qu'on comprend pas forcément. Et donc ça, c'est un enjeu des directions d'établissement qui est important, de venir accompagner ces parcours professionnels parce que finalement, il peut y avoir l'envie, mais derrière, la formation est importante. Le modèle managérial, il est important aussi. Il peut y avoir un effet d'entraînement sur l'aspect managérial qui est important. C'est-à-dire que souvent, nous on le voit, on a un processus de repérage des agents qui ont envie de devenir cadre, que ce soit cadre de santé ou cadre administratif.
souvent, quand ils nous écrivent pour rentrer dans ce processus, ils nous parlent de leur modèle de management qui est souvent leur cadre ou leur chef de service avec lesquels ils ont travaillé. Donc il y a un effet d'entraînement, il y a un modèle, donc il y a de l'envie, c'est important, mais derrière il faut aussi qu'on puisse accompagner nos cadres vers quel est le modèle que nous on veut promouvoir, puisque il peut aussi avoir, vous parliez d'état psychique des équipes, des conflits d'équipe, etc. Tous les modèles de management ne sont pas forcément ceux qu'on veut reproduire au fur et à mesure des années. Donc on doit aussi à un moment donné, en tant que direction d'établissement, pouvoir orienter vers un modèle managérial ou en tout cas des compétences qu'on veut un petit peu développer. Au CHU de Dijon par exemple, on a essayé de les définir, ces postures managériales qu'on essaie de promouvoir à travers les parcours de formation. Et donc ça nous a amené à définir les postures de fédérer une équipe, reconnaître une équipe, arbitrer aussi, la capacité à arbitrer. C'était un point qui nous était remonté par les agents en disant nous on veut des cadres et des managers qui arbitrent, prennent des décisions. C'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait peu développé dans nos parcours de formation. On avait déjà pas mal travaillé sur la reconnaissance, etc. Mais l'arbitrage qui nous a été remonté par les professionnels quand on a défini ces postures, c'est une formation complémentaire qu'on a mis en place pour essayer de promouvoir ce modèle managérial. Et alors les managers eux-mêmes, ils ont manifesté quel besoin en formation plutôt au CHU de Dijon? Alors les managers eux-mêmes, quand on leur a demandé quelle était la posture pour laquelle ils estimaient qu'il y avait encore le plus de travail à accomplir, ils ont parlé de la reconnaissance. Mais dans les deux sens, c'est-à-dire tant leur capacité à envoyer de la reconnaissance que de la reconnaissance de l'institution vis-à-vis du management. En nous renvoyant un petit peu le sujet en disant oui, ok, nous il faut qu'on reconnaisse nos équipes, mais au niveau des directions, attention parce que vous nous demandez énormément de choses en tant que manager. Encadrement des équipes, vous parliez de la taille de vos équipes. Enfin, on a des fois des équipes soignantes à 60-70 agents à manager. Et donc ce retour de dire attention, la reconnaissance du travail complémentaire du cadre de santé, de la charge mentale des postes de cadre de santé, c'est un point important. Alors peut-être une autre question. Est-ce que pour vous, M. Fischer, on manage les jeunes générations comme les anciennes, de la même façon, ou est-ce qu'il y a une transition à penser en matière de management? Alors je dirais plutôt que on devrait manager les anciennes générations comme on manage les nouvelles. Dans le sens où on voit qu'il peut y avoir un décalage un petit peu dans les attendus, notamment sur la gestion des conflits, sur l'arbitrage, la prise de décision, qui est peut-être un petit peu différent. Et donc l'enjeu, ça va être de comment on accompagne nos chefs de service, nos chefs de pôle, nos cadres supérieurs dans un management qui est ce management de la reconnaissance, de l'arbitrage, de la prise en compte des nouvelles attentes des professionnels. C'est un point important. Ce que je voulais dire également, oui, il y a ce qui nous a aussi intéressé sur l'aspect école de management l'année dernière, c'était on a profité des réformes successives pour refondre tous les entretiens professionnels. Et c'est vrai qu'on avait profité pour demander à la fois aux agents et aux cadres ce qu'ils en pensaient. Et on a essayé de partir de quelque chose qui était quand même très administratif, avec la note, l'appréciation, qui était un peu l'historique, pour avoir des choses qui sont plus courtes, attendues tant des managers que des agents. Les agents nous disaient pareil, on ne veut plus d'entretien qui dure 2 heures, on veut des choses très efficaces, on fixe les objectifs, des objectifs à court terme d'ailleurs, ne nous parlez pas d'objectifs à long terme. Aujourd'hui, le management, c'est un objectif très clair, très appréhensible sur l'année, quoi. Après, les agents, ils voient ailleurs, ils ne se projettent pas 15 ans, 30 ans au CHU. Donc, il faut pouvoir leur parler de court terme. Donc, ça nous a amené à redéfinir un petit peu ces sujets et sortir des aspects, effectivement, notes administratives pour aller plutôt sur du projet, des objectifs communs. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur les objectifs collectifs. C'est-à-dire qu'on a essayé avec la refonte de l'entretien pro de travailler sur le manager ensemble.
dans un service. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte qu'à un moment donné, le cadre de santé, le chef de pôle, le cadre administratif, ils aient des objectifs communs au sein de leur structure et que ces objectifs communs, ils les redéclinent avec leurs agents. Mais ça suppose, on essaye de promouvoir ça, un temps à un moment donné dans le pôle, une fois par an ou dans le service, où on se met autour de la table avec tous les managers et où on fixe des objectifs collectifs qu'après on redécline en objectifs individuels. Et cet effet cascade, il est important pour à un moment donné avoir des objectifs communs et un management ensemble. Avant de passer la parole au professeur Frasca, je voulais vous poser une question, Monsieur Bécoulet. On voit que les processus de management, les filières de management sur les soignants, c'est structuré. Tout à l'heure, Monsieur Fischer parlait des écoles de cadre. Pour les chefs de pôle, non. Est-ce que vous pensez, vous, d'avoir accès éventuellement à une formation en management, une école de management? Vous en penseriez quoi? Moi, je suis ouvert à toute possibilité de progresser. Donc, effectivement, je pense que quand on est médecin, c'est pas du luxe que de pouvoir faire ce genre de formation. Après, chez nous, dans l'établissement IAS, il y a une formation commune proposée dans ce sens-là. Mais à mon avis, oui, je pense que c'est indispensable parce que de toute façon, on peut tomber facilement quand on est médecin dans des pièges dans la manière de gérer les équipes. Et puis, il y a quand même aussi il faut une capacité quand même à appréhender les contraintes institutionnelles. Alors tout dépend quelle a été sa carrière médicale au sein de l'institution, mais parfois certains médecins sont en difficulté pour appréhender les contraintes institutionnelles. Et je pense que si on veut faire du management de manière adaptée à l'institution et aux équipes, il faut aussi intégrer ces éléments-là. Donc la formation, à mon avis, peut y participer. Alors probablement, oui, le système hospitalier est un système complexe. Monsieur Perrault soulignait, il y a plus de 150 métiers à l'hôpital, plus de 50 corps. Est-ce que dans l'alliance managériale que vous pouvez faire avec le cadre de santé, est-ce que, et les cadres sup de pôle, est-ce que vous pouvez construire des points de force managériales pour appréhender les choses différemment et faire évoluer une équipe sur certains points de vue? Comment se construisent en fait les solidarités médico-soignantes sur le plan managérial au niveau du pôle? Alors, je pense qu'au-delà d'une école de cadre de santé ou des formations en management, il y a forcément une part, pour moi, d'humain. Ramener aussi l'individu au centre et je pense du relationnel, beaucoup de relationnel, d'écoute. Voilà, je pense qu'on essaie de faire en tout cas les deux ensemble à des moments soit distincts, chacun de son côté avec ses équipes ou en tout cas ensemble en animation de réunion. Une vraie part d'écoute et en tout cas d'accueil de ce que les gens ont à rapporter. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec tout, mais voilà, entendre ce que les gens ont à dire, derrière, ça n'empêche pas de se positionner. Et effectivement, c'est pour ça que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux qualités qui me semblent essentielles à manager. Pour manager, pas comme une super infirmière qui devient cadre et je dirais une super cadre qui devient cadre sup ou cadre de pôle. Mais vraiment une volonté en tout cas de défendre le système public, le système de santé, porter un message fort sur ce qu'on peut vraiment valoriser dans l'institution, les qualités relationnelles. Aujourd'hui, on les retrouve, moi ça me semble indispensable et je pense que ça c'est une force de paraître en tout cas très disponible pour les personnes. Aujourd'hui, ça fait pas longtemps que je suis cadre de pôle, mais je vois vraiment qu'on est un liant autant d'un point de vue médical, qui vont nous dire il me faut tant de personnes, avec qui il faut dialoguer. En fait, c'est vraiment, je le perçois comme un vrai liant, une vraie traduction de ce que ça implique de vouloir une infirmière par jour,
en termes d'effectifs, enfin voilà, ramener du liant, des discours qui ont un sens avec le contexte actuel, les difficultés actuelles, ce que porte l'institution, certaines directives. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est un liant pour les deux côtés, je dirais, remettre du sens, c'est-à-dire que nous, si on a une cohésion, je pense, en tant que chef de pôle et cadre de pôle, peut-être que ça renvoie aussi l'idée qu'il y ait une cohésion qui se crée aussi dans les équipes. Alchimie qui peut aussi et inévitablement fonctionner avec la partie administrative, puisque dans le pôle, et bien sûr, il y a les cadres de santé, les médecins et la partie administrative. Tout ça, tous ces trois, à nous trois, ça ne fait qu'un seul. C'est ça qui est important. Monsieur Planck, comment vous décririez à quelqu'un qui n'est pas dans l'hôpital ce que c'est pour un administratif ou un technique de travailler avec des soignants? Non, moi déjà le premier mot qui me vient, vous savez quoi, c'est l'opportunité. C'est effectivement une vraie une chance de partager en fait déjà dans le cadre de la prise en charge de nos patients et faire qu'il y ait, ce que je disais à l'instant, une alchimie, une organisation ensemble et travailler ensemble. Alors c'est vrai que, ok, des fois le problème il est là, mais on ne l'attaque pas sur le même prisme. On ne le voit pas, on le voit différemment. Nous, administratifs, et puis eux, côté soignant ou médical. Mais qu'importe, moi j'ai envie de dire, alors je reprends une phrase, pardonnez-moi, conjuguant nos talents, voilà, c'est vraiment ça, parce qu'en fait on a chacun de nous des pépites et des organisations et des vécus, et chemin faisant, on arrive à trouver toujours des solutions. Donc pour moi c'est effectivement des opportunités, sincèrement. Bien, merci. Donc, professeur Frasca, vous pouvez nous parler justement de votre position actuelle, de votre évolution, de votre carrière professionnelle autour de ce thème. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, moi, je suis Denis Frasca. Je suis chef de service du service d'anesthésie-réanimation médecine périopératoire au CHU de Poitiers. Je suis professeur d'anesthésie-réanimation, comme vous l'avez dit, mais là, pour le coup, je suis plutôt sur le versant apprenant, puisque en termes de management, même si ça fait 3 ans maintenant que je suis, un peu plus de 3 ans que je suis le chef du service, eh bien, on se rend compte que les modèles qu'on peut avoir par nos aînés, les valeurs qu'on peut mettre en avant pour essayer en permanence de faire le lien avec les collègues, avec les différents étudiants dont on a la charge, eh bien, à un moment, ça ne suffit plus. Et on a besoin aussi d'un certain cadre théorique, d'un certain nombre de compétences qu'il faut développer. Et ça, eh bien, au CHU de Poitiers, dans la région... une bêtise. Dans la région, ça fonctionne. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, le consortium Nova, eh bien, nous avons la chance de pouvoir bénéficier pour un certain nombre d'entre nous d'une formation en management développée par le HESP, donc une formation de haut niveau qui permet en petits groupes, puisqu'on est 25, 20, un peu moins de 30, de pouvoir améliorer nos compétences dans des domaines qui nous étaient parfois complètement inconnus ou ignorés, tels que les finances de l'hôpital public, le développement de projets de façon pertinente et cohérente, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de mise en avant de ces compétences managériales. Toutes ces compétences, nous, on ne les a pas spontanément parce qu'en fait, pendant nos études, on n'a pas ce bagage qui nous permet d'arriver ensuite en position de manager. Par exemple, un service dans lequel je suis chef, eh bien, c'est plus d'une quarantaine de médecins, de praticiens hospitaliers, c'est 60 internes, c'est la collaboration avec 80 infirmiers anesthésistes et les interfaces avec tous les services pratiquement de l'hôpital qui font de l'interventionnel. Donc on est en permanence sur du lien de la relation humaine, du lien structurel, qu'il faut en continu maintenir, développer et accroître pour pouvoir réaliser l'activité qu'il y a à l'hôpital et même développer ces activités. Et toutes ces compétences, en fait, elles ne s'inventent pas. On a des modèles, quelquefois on a eu de bons modèles,
D'autres fois, on a eu des modèles un peu moins bons. Mais effectivement, on a surtout en médecine, on va dire, ou d'un point de vue historique médical, un processus qui fait que les hospitalo-universitaires sont souvent, naturellement, par une sorte d'adoubement classique, perpétuel, deviennent les responsables des unités, les chefs de service, parfois les chefs de pôle, etc., sans qu'on puisse être formé. Quelquefois, on observe des catastrophes, et puis d'autres fois, bon, ça se passe plus ou moins bien avec les valeurs qu'on peut mettre en avant. Effectivement, nous, avec mon collègue qui lui est aussi professeur des universités, on a une vision un peu plus horizontale du management, donc on essaye de mettre en avant les valeurs qui sont plutôt celles de l'écoute, du lien, du rapport humain constant. Ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est à la fois très intéressant pour les collègues parce qu'ils nous en sont reconnaissants, ils se sentent écoutés, ils sentent qu'on réponde à certaines de leurs attentes, mais en même temps, quelquefois, ça nous demande de l'énergie parce que, on tire un peu sur cette corde-là qui est celle de l'écoute, de la relation humaine constante. Donc, tout ça, si vous voulez, il faut le mettre en perspective avec l'écueil qu'on décrivait le plus souvent, que vous avez à peu près tous décrit, je crois, c'est-à-dire le manque de communication qu'on a entre les administratifs et le côté soignant. Eh bien, nous, maintenant, depuis quelques années, on peut dire qu'on observe vraiment un changement de paradigme avec un virage complètement inattendu, parce que pendant longtemps, ça a été dans la pénombre, où clairement, on fait en sorte que ce dialogue, que cette communication soit non seulement renforcée, mais également privilégiée à chaque instant de la prise en charge de nos patients, de l'évolution de nos services, de nos pôles. Et donc, cette formation, la formation que je peux suivre avec le HESP, nous permet vraiment d'avoir les mêmes codes, les mêmes éléments de compréhension, notamment sur des points techniques qui globalement échappent à un médecin de par sa formation. Et puis, entre le moment où vous avez été, quand vous avez commencé d'être chef de service et puis de vous lancer dans la formation, le déclic, ça fait comment? C'est vous rapidement qui avez dit il faut vraiment que je me forme, ça vous a été proposé, vous avez eu des expériences, on pourrait qualifier de malheureuses, entre guillemets, qui vous ont dit non, il faut vraiment que je trouve des outils quelque part? Alors, on n'a pas eu... j'allais dire, on n'a pas eu vraiment d'expérience malheureuse, mais en fait, j'ai été chef de service et quelques semaines plus tard, on était confinés. On a eu affaire à une pandémie qui nous a tous beaucoup perturbés. Je ne vais pas revenir dessus. Et là, on s'est retrouvés en fait à gérer une crise alors même que l'hôpital était déjà mal en point. Et voilà, vous connaissez les circonstances qui nous ont permis de gérer la crise. Quand les choses se sont normalisées plus récemment, on a eu la chance d'avoir cette proposition qui a été faite par le consortium NOVA, c'est-à-dire les CHU de Poitiers, Bordeaux et Limoges, qui ont permis à des médecins de ces CHU-là de se former. Donc c'est vraiment une initiative qui est venue à la fois du corps médical, mais également des administratifs, pour essayer de recréer le lien qui avait été en plus encore malmené par la pandémie et la crise qu'on venait de subir. Alors Monsieur Frasca, une formation relativement longue, comme vous la suivez, implique qu'on y consacre du temps. Comment est-ce que vous convaincriez un chef de service nouveau dans ses fonctions d'investir ce temps dans une formation longue et de bon niveau? Justement, vous l'avez dit, Monsieur Lucrezia, c'est un investissement. Quand on prend des engagements, être chef de service, ça n'est pas simplement être chef de service pour faire valoir un statut ou des prérogatives, des droits ou je ne sais quoi. C'est également, essentiellement, de mon point de vue, des devoirs envers nos collègues, nos collaborateurs et surtout nos patients,
pour leur rendre le meilleur service de soins qu'on puisse leur rendre. Effectivement, cet investissement-là, eh bien, je crois qu'il est nécessaire, alors peut-être à des niveaux différents. On propose également, peut-être que vous pourrez en parler, mais au CHU de Poitiers, notamment des formations un peu plus courtes. Moi, la formation à laquelle je participe avec le HESP, c'est une formation d'1 an, donc avec plusieurs modules, plusieurs séminaires qui sont relativement longs. Mais il y a également des modules un peu plus courts qui sont proposés par l'établissement, qui permettent à tous les praticiens de se former également sur certaines techniques de gestion de projet, de gestion d'équipe, de résolution des conflits, enfin de prise en compte des conflits, etc. Donc je crois que quand on prend ces engagements-là, on ne les prend pas à la légère. Il ne suffit pas de dire je suis le chef de service, je suis le chef de pôle. Il faut également se donner les moyens de ses ambitions, parce qu'on le doit aux collègues et aux patients qui en seront les premiers bénéficiaires. Donc il faut, je crois vraiment prendre toute la mesure des engagements qu'on prend, parce que les engagements pris à la légère et que l'on n'honorerait pas, eh bien, seraient complètement délétères pour la communauté. Et puis donc, Monsieur Fischer, sur Dijon, justement, la politique que vous mettez en place autour de la formation, c'est volontariat. Vous disiez tout à l'heure que vous détectiez les professionnels qui seraient à même de se lancer dans un management, dans des missions de cadre. Donc, vous procédez comment? C'est ça, tous les ans, en fait, au moment des entretiens pro, les agents qui... toute catégorie professionnelle, vous disiez que vous avez commencé catégorie C, peuvent faire une remontée à la DRH pour dire qu'ils souhaitent s'inscrire dans un projet cadre, qu'ils ont l'envie d'y aller. Et ensuite, du coup, on leur propose une petite batterie de tests et de mise en situation pour à la fois s'assurer que le professionnel a véritablement le profil et va au bout de son projet, puisque des fois, on peut se faire une certaine idée du management et puis quand on passe des mises en situation, qu'on rencontre des responsables RH qui vous expliquent effectivement ce que c'est, qu'on fait quelques immersions, des fois on voit des professionnels qui s'arrêtent, qui disent en fait non, finalement ça m'intéresse pas, je voulais évoluer mais je vais plutôt évoluer sur d'autres fonctions techniques et pas forcément sur du management. Donc ça c'est un point important, parce que des fois on peut avoir des professionnels qui se trompent de carrière en allant vers du management et qui n'arrivent pas du tout derrière à gérer des équipes. Donc ça c'est le premier point. Et après, si on valide ensemble ce premier niveau, on a effectivement tout un parcours de formation avec des formations sur des compétences managériales, la connaissance également hospitalière, parce que c'est un point important. Ils sont en capacité après de postuler sur les postes ou de faire des préparations d'intégration à l'Institut de formation des cadres de santé. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ces accompagnements de parcours, c'est qu'on a vraiment ouvert le champ des possibles sur les fonctions managériales et les métiers qui sont des métiers de manager. C'est-à-dire qu'on est parti au début de ces projets où on était sur très fixé, cadre de santé, cadre de pôle, et puis après les cadres administratifs des directions fonctionnelles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'autres secteurs où en fait les agents faisaient du management sans le savoir, où on leur demandait d'encadrer des agents sans que ce soit forcément reconnu ou en tout cas accompagné par l'établissement. On a créé par exemple un métier qui est le métier de responsable hôtelier de pôle, qui est un agent qui va en fait manager les équipes ASH et la politique hôtelière d'un pôle. On a créé également, on accompagne également des managers de l'équipe de sécurité. C'était en fait une équipe qui avait pris de l'ampleur et de un cadre, naturellement, ils étaient passés en fait à 3 ou 4 personnes qui faisaient du management d'équipe. Donc on s'est dit, plutôt qu'ils le fassent sans qu'on le reconnaisse, on le reconnaît et après on accompagne les professionnels. Et pareil sur par exemple les métiers armes, avec le SAS là, et la prise, la taille de plus en plus grande des équipes d'assistants de régulation médicale avec les centres 15. On a vu apparaître un nouveau métier qui est celui de superviseur, qui devient aussi un manager de l'équipe. Et donc, il faut qu'on puisse accompagner ces personnes qui sont superviseurs et pas laisser faire et dans 5 ans se rendre compte qu'il y a des conflits qui n'ont pas été gérés, que les superviseurs ont été mis en difficulté parce qu'on ne les a jamais accompagnés, qu'ils ont juste atteint un niveau supérieur technique de leur métier mais qu'ils ont fait d'énormes erreurs managériales. Donc voilà, c'est aussi
ce rôle des CHU en tant qu'école de management, c'est repérer les nouvelles possibilités ou les nouvelles perspectives de management d'équipe, les nouveaux métiers du management. Monsieur Planck, vous vouliez ajouter un mot? Juste, effectivement, l'ouverture du possible. Je rebondis sur ce mot, sur ces quelques mots, parce que lorsqu'on a effectivement l'envie de se projeter, le fait d'avoir une DRH qui envisage, partage avec vous les ouvertures du possible sans avoir, et c'est ce qui est arrivé pour moi, sans avoir effectivement ce carcan qu'on aurait pu connaître dans les années passées, eh bien ça c'est vraiment une innovation. C'est vraiment le point d'ancrage de la réussite. Après, vous le disiez, vous avez tout à fait raison. Tout le monde ne peut pas forcément y arriver, ou en tout cas a la chance et l'opportunité de s'asseoir sur ses propres réussites. Et effectivement, le rôle de la DRH, il est là, il est central. On va vous accompagner, on va vous aider et essayer de faire que gagnant-gagnant pour l'institution, mais aussi pour l'agent. C'est franchement un très très bon point positif, je trouve. Non. Bon, écoutez, je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose sur notre thématique de la matinée. En tout cas, on voit bien qu'au moins les CHU sont des établissements qui permettent à bon nombre d'agents, soignants ou non soignants, de déployer des carrières variées, intéressantes. C'est vraiment un point fort pour les centres hospitaliers universitaires. Et donc on est dans un environnement qui est très complexe et donc une occasion pour les managers de coordonner un grand nombre de contraintes pour privilégier l'humain dans les équipes. Et donc bravo à tous.